Je rappelle que même si c'est en 2 minutes chacun, je voudrais vous écouter sur le Togo tout à l'heure. C'est très important. Président, c'est à vous. Bon, au-delà de tout ce qui a été dit, nous avons écouté les élaborations extrêmement pertinentes des uns et des autres. Je ne vais pas les répéter. Je prends ce qui a été dit à mon compte. Je voudrais me situer dans la ligne que mon ami, le docteur Tassinda, a inaugurée ici sur ce plateau. Au-delà des industries d'armement, des questions de complexes militaro-industriels, au-delà même de l'épicentre du Proche-Orient, qui est un cœur géopolitique de la planète, il faut bien comprendre ce qui se passe de façon interne aux États-Unis pour bien situer cette sortie, n'est-ce pas, dans son véritable contexte et ce qu'elle signifie réellement, pour ne pas se faire des illusions. Oui. C'est d'abord le contexte interne des États-Unis qu'il faut maîtriser. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? On résume très très rapidement. C'est que vous avez deux familles politico-économiques qui s'affrontent. Il y a ce qu'on appelle l'Amérique impériale néolibérale, spéculative, qui est post-capitaliste, qui considère que l'argent doit produire l'argent. Et cette famille politique est transpartisane. Hein. Elle a le relais chez les républicains, elle en a chez les démocrates. Tout à fait. Et ils ont, c'est-à-dire, et chacun d'eux, évidemment, essaye d'utiliser l'impérialisme militaire américain pour, comment on appelle ça, pour dominer le monde, parlons comme ça. Donc, vous avez de l'autre côté la famille politico-économique américaine, industrielle, de vieille tradition capitaliste, qui, à un moment donné, s'est senti déclassée par ce qu'on appelait l'impérialisme néolibéral spéculatif américain. Et c'est ça qui était en jeu entre Hillary Clinton et M. Trump. Hillary Clinton représentait ce capitalisme impérialiste, néolibéral, spéculatif, n'est-ce pas, pendant que Trump lui représentait la vieille tradition capitaliste américaine. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, aujourd'hui, il faut donc constater que M. Trump, qui a été élu, n'est-ce pas, est en train de se recentrer. Cette histoire qu'il a été élu par les Russes, c'est du pipeau, il faut arrêter ça. Aux États-Unis, c'est terminé. C'est du pipeau, c'est une guerre des services secrets américains qui, ne contrôlant pas Trump, ont essayé de le faire chanter. C'est ce qu'il s'agit. C'est fini. Et M. Trump s'est recentré au cœur même du centre du gouvernement américain. La reconnaissance du statut de Jérusalem, qui dit que c'est la capitale éternelle du peuple juif, ce n'est pas une sortie au hasard. Pourquoi que Trump dit ça? Pourquoi? Il est en train de se recentrer. Il est en train de se recentrer au cœur même de l'équilibre de ces deux familles. Quand ces deux familles s'entendent autour du président pour diriger, pour défendre les intérêts américains, on arrive dans une zone de stabilisation. M. Trump est au cœur de cela. C'est pour ça qu'il a dit, qu'il a fait cette sortie, pour reconnaître Israël, Jérusalem, comme étant la capitale éternelle d'Israël. Donc, lorsqu'un président américain commence à prendre des positions comme ça sur Israël, il faut donc comprendre qu'on est là dans un arrangement entre ces deux familles-là. Ils ont trouvé un point d'équilibre. Ils sont en train de s'entendre. Et du coup, donc, Trump, l'enquête qu'il voulait déclencher sur Kennedy, stop. Oui. Ce n'est pas le fait du hasard. On n'en parle plus. Ce n'est pas le fait du hasard. Et les enquêtes même qu'on a voulu déclencher contre lui, sa famille, ses proches sur l'affaire du Russie, c'est en train de devenir... On est en train de laisser. Mais ils se sont arrangés, monsieur. Ils se sont arrangés. Et du coup, donc, vous avez cette sortie-là où les Russes qui ont misé sur, comment on dit ça, sur cette contradiction intérieure américaine comme étant un levier de leur stratégie géopolitique, se retrouvent un peu sur la question, un peu plus de vitesse. Et du coup, donc, nous avons ce type de sortie. Nous avons cette bataille qui est en train de sortir. Donc, quand je situe ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il faut faire attention. Nous devons faire extrêmement attention, nous les Africains. Je sais, et je reprends à mon compte ce qui a été dit par l'ambassadeur Bikoro et les autres, la Russie n'a colonisé aucun pays africain, c'est une évidence. La Chine n'a colonisé aucun pays africain, c'est une évidence. Mais attention, dans quel monde est-ce que nous sommes? La Chine d'hier n'est plus la Chine d'aujourd'hui. Oui. La Chine d'aujourd'hui dit qu'elle a une puissance capitaliste. C'est ce que la Chine dit aujourd'hui. Claire. Le dernier congrès du Parti communiste, le président Xi Jinping a dit carrément que la Chine, désormais, est le plus grand défenseur du libre-échangisme. Attention,
C'est la Chine qui le dit. Pendant que l'Amérique retourne au protectionnisme, la Chine dit qu'elle est pour le libre-échangisme. Quand on parle de la Russie aujourd'hui, la Russie, ce n'est plus la Russie d'hier. Ce n'est pas l'URSS, c'est la Russie. Ce n'est plus un pays communiste. Même s'il y a là-bas un capitalisme d'État, ce n'est plus un pays communiste. Donc on est dans un monde où tous les pays du monde s'entendent sur un type d'économie de marché. Je vous en prie. Ils s'entendent sur l'économie de marché. Et c'est ça qui est au cœur de l'aide. On est d'accord tous que non, on fait l'économie de marché. C'est le capitalisme, mesdames, messieurs. Et dans cette affaire, vous croyez que dans cette affaire, les pays africains ont un ami là-dedans? Quand il y a un consensus mondial sur le capitalisme, vous croyez que les Africains ont un ami là-dedans? Puisque ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, et ce n'est pas nouveau, n'oubliez pas que les grands peuvent s'entendre. Ça s'est passé, monsieur, même pendant la guerre froide. Le désarmement, l'entente entre les deux grands. Oui. Ça s'est passé. Les deux grands peuvent s'entendre. Et d'ailleurs, ouvrez bien les yeux. Regardez bien ce qui se passe en Syrie. Il faut que nous sachions bien ce qui se passe. Regardez bien en Syrie. Vous voyez bien que les grands là, entre guillemets, les deux grands, font semblant de s'affronter en Syrie. Mais est-ce qu'ils s'affrontent réellement? Non. Il ne faut pas réellement. La Syrie va sortir, clair. L'Occident a perdu la guerre à la Syrie, c'est clair. Mais quand la Syrie va s'en sortir là, elle sera quoi? Elle sera un protectorat russe. Qu'est-ce que vous croyez? Ce ne sera pas un pays indépendant. Il sera un protectorat russe, c'est la vérité. Ça, j'ai fait une analyse objective. Moi, j'ai soutenu Bachar, c'est clair. Parce que c'est que dans son d'autres le faire dans ce pays, ils le paieront très cher. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, quand la guerre est en train de finir en Syrie, c'est que la Syrie va devenir pour un bon bout de temps un protectorat russe. Donc, nous les Africains, il faut qu'on analyse très bien le monde. Dans les conditions actuelles, monsieur, attention, les grands peuvent faire semblant de s'affronter pour vendre les armes. Faites attention. Quelqu'un tout à l'heure l'a dit. Le keynésianisme militaire est un pilier central de la croissance américaine. Surtout dans un contexte où l'économie américaine, de façon tendancielle, s'est essoufflée. Elle doit vendre les armes. Que vous soyez démocrate ou républicain, vous devez vendre les armes. C'est le levier le plus sûr aujourd'hui de la croissance américaine. C'est clair. Donc, aujourd'hui, mes chers amis, n'oubliez pas une autre chose. Les Russes et les Chinois sont membres du Conseil de sécurité. Ils ont le droit de veto. Oui. Ils se partagent ça. Vous croyez que c'est le fait du hasard? Mais comment c'est pas le fait du hasard? Aucun d'eux n'a intérêt à changer l'ordre mondial. Parce que tous ont le droit de veto au Conseil de sécurité, mes chers amis. Ne rêvez pas. Si on voulait vraiment un monde nouveau, les Russes et les Chinois seront en première ligne pour changer ne serait-ce que l'ordre du jour au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je dis qu'ils seraient en première ligne. Voilà. Mais il n'y a pas ça. Le débat là n'est pas sur la table, mes chers amis. Ce n'est pas sur la table, mes chers amis. Les Russes, c'est pas le cas des Russes seulement. Moi, j'aime les Russes. Hein. Dans le jeu géopolitique actuellement, le réalisme voudrait que nous soyons alliés avec les Russes. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qu'il s'agit, c'est que ouvrons les yeux sur les rapports internationaux. En 1884, quand on partage l'Afrique, la Russie a la conférence de 1884, monsieur. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça, mes chers amis. Donc, nous sommes dans une configuration aujourd'hui, au contraire, on analyse fermement, il est question pour que les trois grands là, la Chine, la Russie et les États-Unis, peuvent être tentés de s'entendre sur le dos du reste du monde. Évidemment, les puissances moyennes comme la France vont s'agiter, vont tout faire pour maintenir l'Afrique là où ils veulent maintenir l'Afrique. C'est leur rêve, nous allons casser ça. Mais le but, ce n'est pas un changement des rapports internationaux du monde, mes chers amis. Donc, nous les Africains, nous ne pouvons pas élaborer une stratégie en acceptant d'être des variables d'une géopolitique que nous n'avons pas élaborée. Parce que dans le cadre de la Russie jusqu'à présent, l'Afrique n'est qu'une variable. On n'est qu'une variable de la politique étrangère russe. Attention, il faut le dire. Nous ne sommes qu'une variable de la stratégie chinoise. Attention. Et lorsque vous êtes une variable de stratégie géopolitique d'autres pays, et vous n'hésitez pas. Vous parlez de quoi? Vous parlez même de quoi? Vous parlez même de quoi? Il faut savoir de quoi on parle. Tant que nous n'allons pas remettre l'Afrique comme son propre centre, en ayant une théorie géopolitique, qui peut commencer même que dans un pays, mais qui a une théorie géopolitique panafricaniste, mais de quoi est-ce qu'on parle? Vous avez un fabriqué avec les armes. Vous me faites rire, hein?
Moi, je vois les gens se lancer dans le militarisme sans économie. Vous me faites rire. Voilà un sommet que nous voulons faire en Djamena. Les gens bloquent. Petit sommet, et vous parlez des armes machin, vous donnez un mot quoi? Les gens bloquent. Vous parlez de quoi? Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de celui qui est en France. Il nous a dit la vérité. Quand il dit que la vraie guerre, les vraies armes sont d'abord les armes de l'esprit. Exact. C'est ce qu'il a dit, les armes de l'esprit. Et tout à l'heure, mon ami a convoqué la civilisation africaine. Si moi, convoqué la civilisation africaine, mais faites attention. La civilisation africaine, ce n'est pas le villagisme. Hein. Se décline toujours par les prouesses politiques, économiques, culturelles du moment. C'est ça qu'il s'agit. Donc il nous faut, mon cher Bachir, pour ne pas être trop long, il nous faut penser notre avenir pour notre propre compte. La culture a un rôle extrêmement important. Je suis d'accord avec Simon à ce niveau-là. Mais il faut qu'on la pense. Il ne s'agit pas seulement de réunir les chefs. Il faut que les chefs pensent d'abord leur propre sort eux-mêmes. Et s'élèvent au niveau de la puissance. Ce n'est pas encore le cas. On en est très loin. Parce qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'on fasse des réunions pour réagir. L'heure est grave. Moi, j'attends la puissance africaine pour liquider le compte de l'opération. On n'a pas besoin de dire ça aux puissances africaines s'ils peuvent le faire. Et non qu'à le faire immédiatement là. On règle l'affaire. Une fois pour toutes. Donc, on ne fait pas la géopolitique avec des chimères. On fait la géopolitique avec des rapports de force qui sont réels. Pour que vous soyez une puissance militaire, mon cher Bachir, vous devez avoir une puissance économique. Parce qu'une économie, c'est elle qui porte le militaire. Si vous vous lancez dans le militarisme, vous allez faire l'erreur des Russes. Et ça a abouti à la chute de l'URSS en 1989. Militarisme sans dynamisme économique. C'était entre autres des raisons de la chute de l'URSS. Si nous, aujourd'hui, Africains, nous voulons nous lancer dans le militarisme, le préalable d'abord, c'est la libération politique. Et on construit une économie puissante et le militaire va suivre. Parce qu'on pourra soutenir le financement de nos armées, n'est-ce pas, avec une puissance économique. Mais si nous voulons violer les étapes, c'est-à-dire parler de la Lune, alors qu'on n'est même pas encore sorti de notre maison, dans notre village, mais on se ment en nous-mêmes. Donc, oui, il y a l'équilibre de la terreur. Je termine par là, Bachir. Je vous vois vous impatienter. L'équilibre de la terreur hier a marché dans une certaine mesure à l'avantage, entre guillemets, d'un moment de libération nationale, parce que le contexte s'y prêtait. Vous avez une puissance soviétique, communiste claire, qui affrontait, de l'autre côté, le capitalisme libéral clairement. Le contexte là, clair. Le contexte là a changé. Les Russes aujourd'hui ne s'appellent plus communistes. Les Chinois ne sont plus des communistes. Les Chinois sont devenus des capitalistes. Ils veulent dominer l'économie mondiale. Les Russes veulent articuler leur puissance militaire et une base économique forte. Ce n'est pas le même contexte. Dans un tel contexte, Bachir, l'équilibre des grands peut se faire au détriment des petits. Bien sûr. C'est même vers là que ça part. C'est ça. Si on ne se réveille pas et qu'on rêve et on croit que les alliances géopolitiques sans libération nationale, sans une démarche de rupture pour remettre l'Afrique au centre du monde et des intérêts, que c'est l'équilibre de la terreur des grands qui va nous libérer. Nous ne sommes pas les panafricanistes. Merci, Président Bandakani. Eh bien, comme le dit Alain Rochingancha, tout compte fait.